Je m'appelle Boris Cyrulnik, je suis neuropsychiatre. J'ai côtoyé les milieux d'éthologie et j'enseigne à Toulon et à l'université de Mons en Belgique. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de faire une réflexion, des essais sur la psychologie actuelle. Alors, je pense que puisqu'on parle, on est doué pour le délire. Mais ça ne veut pas dire la psychose, ça veut dire des privatifs, l'IRA, le sillon, c'est-à-dire qu'on est coupé de la terre, on est coupé de la réalité sensible, et on peut inventer des tas de récits qui sont cohérents, mais qui sont coupés du réel. C'est la définition d'un délire non psychotique. Et je pense on le fait tous plus ou moins. Les philosophes s'en privent pas, les psychologues non plus. Alors les auteurs de science-fiction, ils le font, mais ils avouent qu'ils délirent volontairement. Et dans ces délires volontaires, souvent, il y a une grande créativité, alors que les psychologues ou les philosophes nous font croire qu'ils sont logiques. Ce qui est peut-être vrai, ils sont logiques, mais leur logique est coupée de la réalité sensible. Et ce que je viens de dire là, on retrouve des phrases analogues dans Freud, où Freud disait, puisqu'on parle, on est capable de délire. Et Michel Foucault a repris cette notion en disant les êtres humains sont les seuls capables de folie, ce qui est faux. Les êtres humains sont les seuls capables de délire, mais pas de folie, puisque les animaux ont des hallucinations, puisque les plantes, si ça vous fait plaisir d'en parler, peuvent émettre des sons détournés, si elles sont malheureuses, si elles sont stressées. Elles peuvent émettre des messages déformés, des messages d'alerte. Donc ça veut dire que le délire fait partie essentiellement de la condition humaine, mais que les troubles du développement et la folie fait partie de la condition du vivant. Alors, dans toutes les situations de chaos social, on cherche à redonner de l'ordre au chaos. C'est pour ça qu'on dit que le chaos est déterministe. Quand il y a un moment de chaos, de désorganisation biologique, astronomique, climatique ou humain, social, il faut trouver un nouvel ordre. Et à ce moment-là, tout le monde se met à délirer, ce qui est bien, parce que puisqu'il y a un chaos, notre manière de vivre n'est plus cohérente. Donc il faut chercher une autre solution. C'est pour ça qu'on dit que le chaos est déterministe et que ça peut être bien. Très souvent, c'est après une période de chaos qu'on voit apparaître un nouvel ordre. Mais quand c'est la nature, la biologie, les réchauffements climatiques ou les glaciations qui sont cycliques, qui existent régulièrement dans la condition humaine, dans la condition du vivant, on voit un nouvel ordre apparaître à chaque fois. Et quand c'est un chaos social, eh ben c'est un nouvel ordre qui apparaît. Quand c'est un chaos psychologique après un traumatisme, on voit que les gens très souvent s'en remettent en prenant une nouvelle direction. Ils se mettent à vivre. Après le Bataclan, un nombre très élevé de gens traumatisés ont changé de vie, changé de métier, appris autre chose, découvert une autre manière de vivre. Donc c'est bien, le délire non psychotique est une forme d'adaptation quand le réel est malade. Quand le réel est chaotique, il faut chercher une nouvelle manière de s'en sortir. Et alors là, ça peut être bien, ça peut être une créativité, c'est la Renaissance. C'est après les tsunamis du Portugal, de Lisbonne, en 1755, il y avait un effondrement, tsunami, incendie, des centaines de milliers de morts, et est apparu un nouvel urbanisme, un nouvel ordre social. Donc c'était bien, mais c'est toujours à l'occasion des chaos qu'on voit aussi apparaître les dictatures, parce que quand les gens sont malheureux, ils se raccrochent à tout ce qui flotte. Quand les gens se noient, ils se raccrochent à n'importe quelle planche. Et là, la planche, c'est un sauveur, quelqu'un qui leur dit votez pour moi, j'ai la solution. Et les gens votent pour un dictateur. Et un très grand nombre de dictateurs, presque tous les dictateurs ont été élus démocratiquement. Hitler a été élu. Bolsonaro, Erdogan, Orban, tous les dictateurs ou les autoritaristes actuels ont été élus parce que les gens sont malheureux.
Or, actuellement, le virus nous met dans une période de chaos. On s'en rend mal compte aujourd'hui parce qu'on est engourdi. On s'adapte. Il n'y a personne dans les avions, il n'y a personne dans les rues, on ne sort plus. Donc on s'adapte comme on peut. Mais quand on va se remettre à vivre, c'est-à-dire dans quelques mois, on va se poser la question du nouvel ordre. Et là, on va avoir des tas de théories passionnantes et certaines délirantes et dangereuses. Et on va avoir des candidats dictateurs et beaucoup de gens vont voter pour les candidats dictateurs parce que ces candidats dictateurs vont leur voter la sécurité. Ils vont leur dire votez pour moi ou c'est le chaos, c'est moi ou le chaos. Ça c'est une phrase de dictateur et vous allez voir que cette phrase va apparaître dès qu'on sortira du virus. Alors je crois que ce n'est pas une crise qu'on est en train de vivre, c'est une catastrophe. Parce que la crise, c'est un mot qui vient de la médecine. Il parle, tout d'un coup, il s'arrête, il tombe, il convulse, il fait une crise d'épilepsie, il se relève et il finit sa phrase. Voilà, ça c'est la crise. Or, la crise, c'est ce qui caractérise le monde vivant. Les animaux changent tout le temps, le climat change tout le temps, il fait des sécheresses, il fait des inondations. On est toujours en crise, mais on reprend l'ordre d'avant, comme dans la crise d'épilepsie. Alors que dans la catastrophe, c'est pas ça du tout. Dans la catastrophe, ça vient du grec, kata, coupure, strophein, on prend un virage. On est obligé de se remettre à vivre, mais pas comme avant. On est obligé d'inventer une nouvelle manière de vivre. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de débats passionnants, de créateurs, d'utopistes merveilleux qui vont nous proposer de belles rêveries, de belles idées. Et il y a un risque de dictature. Ou alors, il y a un risque de répétition du même, comme on le voit chez les économistes aujourd'hui, où j'entends déjà dire il faut que pour rembourser la dette, il faut mettre des bouchées doubles. Si on recommence hyperconsommation, hypercirculation, dans 3 ans, il y aura un nouveau virus. Et ça, c'est toujours passé. Hein. Il y a eu les siècles des pestes, 15e, 17e siècle, 18e siècle. Il y avait une peste différente tous les 3 ans. La peste bubonique, la peste noire, il y avait des pestes tous les 3 ans. Il y avait un nouveau virus, une nouvelle bactérie, puisqu'on remettait en place le processus qui avait fabriqué le virus ou qui avait transporté la bactérie par des commerçants généralement. Donc on remettait en place le système qui avait fabriqué le virus et qui l'avait transporté, et 2-3 ans après, il y avait à nouveau la peste de 1348 a tué un Européen sur 2 en 2 ans. La peste de 1720, il y avait même principe, hein, c'est des commerçants qui n'ont pas respecté le confinement, qui ont débarqué les ballots de soie, la nourriture avec des bacilles de la peste. Mais là, l'armée, le duc de Savoie, avait compris qu'il fallait faire un confinement pour limiter la peste. Donc c'est les armées, l'armée de France et l'armée du duc de Savoie à Nice, qui entouraient les Marseillais et les Niçois, et les soldats tiraient sur les Marseillais qui voulaient fuir la peste. Donc les Marseillais ont été massacrés, et les beaux murs d'Avignon, qu'on peut voir encore, ont été construits pour empêcher les Marseillais d'entrer. Donc ça, c'est du confinement, c'est des méthodes autrement plus radicales que celles qu'on subit. On se plaint de celles qu'on subit, mais celle de 1720 était effrayante. Il y a des archives, il y a des tableaux, il y a des témoins survivants qui racontent que les cadavres étaient jetés par les fenêtres, pourrissaient par terre, c'était effrayant. Mais la peste n'a fait que 200 000 morts alors en Provence et au Languedoc, alors que la peste de 1348, où il n'y avait pas eu de confinement, avait tué 12 ou 13 millions de personnes, c'est-à-dire la moitié des Européens. Donc on a le choix. Ou bien on remet en place le processus qui a provoqué le virus, et dans 3 ans il y aura un nouveau virus, et il faudra tout recommencer. Ou bien on vote pour un dictateur, et dans ce cas-là il y aura un ordre qui va régner, puisque les dictateurs se font élire pour l'ordre. Mais ça sera l'ordre des cimetières, puisque personne ne peut penser, personne n'a le droit de penser pendant la dictature. Il faut répéter la parole du chef, hein, il faut réciter si on veut avoir une place, et si on pense, on est fusillé, déporté, torturé, rééduqué, etc. Ou alors, il peut y avoir une renaissance, il peut y avoir une nouvelle manière de vivre ensemble. Donc on va arriver dans 2-3 mois, bientôt, à un choix passionnant et pas facile. Alors, c'est ce qu'on a déjà commencé à travailler. Bien sûr, il y a déjà plein de groupes qui sont
sur le chantier pour proposer quelque chose à notre président quand le virus s'éteindra, parce qu'il va s'éteindre. Tous les virus et toutes les bactéries finissent par mourir, mais ils ont tué beaucoup de gens avant de mourir à leur tour. Et là, ils ont tué beaucoup de gens et ils ont provoqué une catastrophe économique et éducative. Parce que les enfants, les petits-enfants sont en retard, mais c'est pas grave. Ils bouillonnent, ils vont tellement vite, on apprend tellement vite dans les petites années qu'ils rattraperont leur retard en quelques mois. Ce n'est pas le cas des adolescents. Beaucoup vont décrocher et beaucoup ne vont pas se remettre au travail et il va y avoir des gros dégâts personnels et économiques. Alors ce qu'on propose, c'est qu'à l'occasion de cette catastrophe, on a découvert d'une part que on n'est pas au-dessus de la nature, on est dans la nature. Si on abîme les animaux, si on abîme les cours d'eau, si on abîme les plantes, on mourra avec eux. Ça, on l'a touché du doigt. Donc ça, maintenant, je crois que l'écologie va avoir le vent portant. Je parle de l'écologie, pas forcément des écologistes qui ne sont pas toujours faciles à vivre, mais l'écologie, elle a le vent portant. Il faut absolument qu'on apprenne à raisonner. Il faut qu'on diminue la consommation de viande de façon qu'on fasse moins d'élevage, parce que c'est dans les élevages surtout qu'on fabrique les virus. C'est dans l'excrément des mammifères, mélangé avec l'excrément des oiseaux, des grands élevages. On détourne les végétaux, puisque au lieu de faire des végétaux pour les êtres humains, on fait des végétaux pour les mammifères qu'on va manger. Donc c'est absurde, c'est un cercle vicieux et qui fabrique des virus. Donc aujourd'hui on dit la chauve-souris, on dit aussi ce mammifère à écailles dont j'ai oublié le nom, parce que je ne le connais pas, il ne doit pas être... Mais avant c'était le cochon et les pigeons. De toute façon les virus c'est des morceaux de matière vivante, donc il suffit de mélanger les êtres vivants pour inventer des virus. Donc c'est ce qu'on fait quand il y a des grands élevages. De plus, il n'est pas nécessaire de manger tellement de viande. La viande, c'est un phénomène récent. Pendant des millénaires, on ne mangeait de viande que les aristocrates. Et ensuite, au XIXe siècle, les grands bourgeois. Le peuple, lui, il mangeait des racines. Et il braconnait, ce que les seigneurs punissaient sévèrement. Donc les peuples, lui, mangeaient des racines parce que les feuilles montent vers le ciel. Donc c'était les grands bourgeois et les aristocrates qui mangeaient les feuilles et le peuple mangeait les racines, c'est-à-dire les carottes et les pommes de terre et les navets parce que ça descend vers l'enfer. Donc il faudra qu'on retrouve d'autres modes de consommation. Il faudra qu'on mange moins de sucre, le sucre qui est à l'origine de l'esclavage. C'est en même temps, ça a rendu malheureux 40 millions d'Africains. Malheureux, c'est pas un mot assez fort, ça a incroyablement humilié, torturé et tué 40 millions d'Africains qui, sans ça, auraient fait des civilisations comme tout le monde, et ils n'ont pas pu le faire à cause de l'esclavage qui est parti d'Afrique, qui a d'abord été vers le Moyen-Orient, vers les pays musulmans, et qui ensuite a été récupéré par les chrétiens. Mais c'est le même principe, que ce soit musulman ou chrétien, c'est le même principe. Donc le sucre a massacré le continent africain et a massacré aussi l'Occident, puisque c'est un poison, le sucre. Donc on n'a pas besoin de manger tant de viande, on n'a pas besoin de manger tant de sucre, en mangeant des végétaux, et on se portera beaucoup mieux et on massacrera moins les animaux, les plantes et la planète. Alors ça, c'est la première réforme qui me vient en tête. Pour nous, donc, il faudra changer de relation avec les animaux. Il faudra cesser de les exterminer. On commence, il y a déjà des gens qui ont été très utiles pour la protection des animaux, mais là maintenant on a touché du doigt à quel point on ne peut plus les exterminer, sinon on s'exterminera avec eux. Si on tue une abeille, on va bouleverser la pollinisation. Donc les végétaux pousseront de travers. Si on laisse les chats manger les oiseaux vont cesser de transporter les graines. Donc on va changer les végétaux, donc on va mourir parce qu'on n'aura plus de végétaux à manger. Il y a un système à équilibrer et à respecter les abeilles, les oiseaux, les chats si vous voulez, mais pas trop parce qu'ils bouffent les oiseaux. Donc les chats troublent les végétaux parce qu'en mangeant les oiseaux,
il change la distribution des germes, des graines, et il change les végétaux. Donc vous voyez, ces raisonnements écosystémiques, il faut mettre à mort Descartes, parce que Descartes nous fait croire qu'une cause provoque un effet. Et effectivement, ça a été le point de départ de la médecine expérimentale, ça a été le point de départ de la science, c'est bien, mais maintenant il faut s'entraîner à raisonner en termes écosystémiques, comme je viens de vous proposer. Les chats, bravo, merci les chats, c'est des animaux d'une très grande beauté, j'aime beaucoup les chats, sauf que les animaux familiers, il faudra aussi les surveiller, mais pas les exterminer, parce que 75% des maladies humaines appelées zoonoses viennent des animaux familiers. Donc il faut qu'on soigne les animaux familiers pour qu'on ne tombe pas malade avec eux. Et il faut qu'on surveille les chats pour qu'ils arrêtent de manger les oiseaux. Ils ont pratiquement fait disparaître les moineaux de Paris. Or, les moineaux jouent un rôle important dans la distribution des graines. Donc voilà un raisonnement. Si on veut manger des salades, des navets, des carottes et des pommes de terre, il faut surveiller les chats pour leur dire de moins manger d'oiseaux. Donc on a des raisonnements écosystémiques, il faut s'entraîner à ces raisonnements qui sont plutôt amusants, surprenants, mais qui ne sont pas des raisonnements causalitaires. Ce n'est pas une cause provoque un effet. Et là, Descartes, il n'a plus rien à dire, même s'il a été utile avant pour la médecine expérimentale, par exemple, il y a beaucoup de prix Nobel qui ont été attribués grâce à la pensée cartésienne, merci Descartes, mais maintenant c'est fini. Pas merci Descartes, maintenant il faut s'entraîner à raisonner en termes écosystémiques. Alors il y a respecter la nature, respecter les animaux pour se respecter soi-même, et pour ce qui est de la condition humaine, je crois qu'on a déjà remis un rapport à Macron qui a été accepté, le Sénat l'a voté, c'est-à-dire les modifications des conditions de la grossesse, parce qu'on sait que quand les femmes sont stressées, ça transmet du stress au bébé qu'elles portent, et que le stress, quand les bébés arrivent au monde avec un stress, c'est ce qu'on appelle l'épigenèse, leur cerveau est abîmé. Ils arrivent au monde avec des altérations cognitives provoquées par le malheur de la mère. Je souligne, ce n'est pas la mère qui a provoqué les altérations cérébrales de l'enfant, c'est le malheur de la mère. Ça peut être son mari, ça peut être son enfance, ça peut être la précarité sociale, beaucoup la précarité sociale, ça peut être la guerre. Actuellement, il y a plus de 50 guerres sur la planète et les principales victimes de ces guerres sont les femmes et les enfants. Parce que les soldats à Toulon, où j'habite, les soldats sont hyper formés sur le plan physique, hyper formés sur le plan psychologique et ils apprennent, ils s'entraînent à la résilience, ils se forment à la résilience, hyper entraînés sur le plan technique, ils ont un barda de 50 kilos quand ils partent au combat. Ils partent au feu, comme ils disent maintenant. Donc ce sont des bons hommes et des bonnes femmes très bien développés, des grands techniciens. Il y a beaucoup moins de morts grâce à la technologie. Il y a beaucoup plus de syndromes psychotraumatiques parce que les djihadistes qui font la guerre au monde entier, pas seulement à Paris ou en France, mais au monde entier, mettent les enfants en première ligne. Et les soldats tirent. Et on voit qu'actuellement, sur les guerres sur la planète, c'est les femmes et les enfants qui sont le plus tués. Il y a énormément d'orphelins, il y a énormément de destruction, comme en Syrie, un très beau pays où j'ai travaillé, où ce magnifique pays avec des gens passionnés, adorateurs de la France, comme au Liban, eh bien ces gens sont détruits, la civilisation est détruite, ils mettront des générations à s'en remettre. Donc cette violence qui caractérise la condition humaine plus que celle des animaux, les êtres vivants, les animaux les plus violents, c'est les êtres humains, les hommes surtout, plus que les femmes. Donc il faudra apprendre à contrôler cette manière de vivre ensemble, parce que sinon on va répéter de malheur en malheur et on va répéter les catastrophes et non pas les crises. La crise c'est normal, c'est l'évolution qui se fait par crise. La catastrophe c'est un autre mode d'évolution. La crise c'est une évolution sans changement, on revient comme avant. La catastrophe c'est une évolution qui contraint au changement. Or, on sait maintenant, on a remis le rapport à Macron, qui a été accepté et qui a été voté par le Sénat, organiser politiquement des conditions de sécurité quand les femmes sont enceintes. Parce que non seulement elles, ça les sécurise, mais en même temps,
ça sécurise le bébé qu'elle porte, et le bébé sécurisé va être bon élève. Les bébés insécurisés vont éprouver l'école comme une angoisse, ils seront mauvais élèves. Un enfant qui arrive à l'école à 3 ans et qui a vécu dans un milieu précaire, où l'angoisse est quotidienne, rentre en maternelle avec un stock de 200 mots. Un enfant sécurisé parce que sa mère et son père l'ont bien entouré, parce que la culture, la famille l'a bien entouré, ces enfants-là vont rentrer en maternelle avec un stock de 1000 mots. Devinez lesquels vont être bons élèves. Or, actuellement, ce qui fait la nouvelle hiérarchie sociale, c'est plus la violence des aristocrates, ou des bagarreurs, ou des soldats. Ce qui fait la nouvelle aristocratie, c'est le diplôme. Et on voit maintenant des nouvelles dynasties se faire, où les gosses de pauvres ont de plus en plus de mal à faire des études. Maintenant, on voit, quand j'étais étudiant en médecine, il y avait 12% d'enfants de prolo, maintenant c'est 1%. Donc, et on voit, on voit que c'est de plus en plus difficile de faire des études, non pas par manque d'intelligence, mais parce que les conditions des études sont telles qu'il faudra les changer. Il y a plus d'enfants de pauvres à Harvard que dans les universités françaises. Alors qu'à Harvard, l'année, l'inscription est de à peu près 100 000 $ par an. J'ai travaillé à Toronto, les étudiants en médecine, pour finir médecine, sont obligés d'emprunter de l'argent et ils finissent leurs études avec une dette équivalente de 150 000 $. Donc ils travaillent pour rembourser leur dette. Donc si on peut cheminer, on est sur ce chemin en France, donc il faudra sûrement changer les conditions d'éducation pour l'école, pour la maternelle, changer, parce que les gosses qui réussissent dans les grandes écoles, ils n'ont rien volé, ils ont travaillé, ils ont stressé, ils ont été reçus, mais c'était les seuls qui pouvaient faire l'effort pour travailler, pour être bien reçus. Donc l'inégalité sociale qui existait avant le virus, eh bien, elle va être encore plus forte après le virus. Or, quand il y a une grande inégalité sociale, ça explose un jour ou l'autre. Hein, 1789 a été légitime parce que les aristocrates avaient racketté le peuple pendant 1000 ans. Ils ont fait Versailles, ils ont sponsorisé des écrivains, des musiciens, mais c'est nous qui en profitons. Alors que c'était sur l'argent du peuple. La révolution de 1917, la Russie blanche était très belle, elle était cultivée, mais les Russes pas blancs, les serfs, le servage existait en Russie, vivaient dans des maisons de terre, par moins 30, moins 40 degrés. Donc la révolution de 17, qui a été une catastrophe, était nécessaire, comme la terreur, qui a été une catastrophe, était nécessaire. Donc si on veut éviter ça, il faut qu'on fasse des réformes le plus tôt possible. Donc, surtout maintenant, on sait que les conditions de jeunes qui arrivent dans l'aventure sociale, on sait qu'un jeune aujourd'hui, d'abord, fera 5-6 métiers différents dans sa vie. Donc il faut développer la formation continue pour qu'il puisse se recycler. On sait maintenant qu'un jeune qui rentre dans l'aventure affective et dans l'aventure sexuelle fera 3 ou 4 couples dans sa vie. Et là, ça pose un problème énorme, c'est que les enfants qui vivent dans 3 ou 4 couples vivent dans des familles anomiques, c'est-à-dire sans structure. Donc ils sont déstructurés, comme on le voit dans les périphéries, dans l'urbanisme périphérique, où on voit qu'on parle d'incivilité. Moi, quand j'étais gosse, on disait que c'était les sales gosses. C'est le même. Quand on s'occupe de la psychiatrie, on dit que c'est des psychopathes. Ça désigne exactement la même chose. C'est des gosses qui n'ont pas reçu d'éducation. Ils n'ont pas été sculptés par la famille, ils n'ont pas été sculptés par la culture. Donc, ils partent, ils sont soumis à leurs pulsions, ils sont soumis à leur colère. Et les garçons s'adaptent à ça en valorisant la violence physique, comme je l'ai vu dans les favelas brésiliennes. Les filles s'adaptent moins, elles sont persécutées, battues, entravées. Les garçons sont fiers, comme je l'ai vu dans les favelas brésiliennes ou péruviennes. Les garçons sont fiers parce que le seul modèle qu'on leur propose, c'est l'affrontement, la force physique. On envoyait dans les favelas, on envoyait l'armée et la police. Comment s'adapter les garçons? Par la bagarre.
ce qui se passe actuellement dans, dans les périphéries des grandes villes. Le centre des grandes villes est très beau, très cultivé, avec des grands logements, des bons salaires, où là il y a la parité. Les hommes et les filles ont fait des études côte à côte, ils se partagent les tâches, et dans ce niveau social, il y a la parité. Mais dans les bas niveaux, dans les petits salaires, les gens ont des travaux instables, mal payés, souvent dégradants. Une femme qui a un enfant, dès son premier enfant, elle va donner presque tout son salaire pour une assistante maternelle ou pour la crèche. La plupart de ces femmes arrêtent de travailler, et là, il y a une disparité. C'est-à-dire que la disparité sociale existe dans les petits salaires, elle existe beaucoup moins ou à peine dans les grands salaires. Et quand on voit une société clivée comme ça, comme on le voit aux États-Unis, comme on le voit en France, qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui sont en bas de l'échelle sont humiliés et malheureux. Et on voit ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, avec des revendications qu'on peut comprendre. Ils étaient malheureux, ils étaient enfermés, leur vie n'avait pas de sens, on peut comprendre leurs revendications. Leurs méthodes sont plus discutables, mais les revendications étaient peut-être légitimes. Donc on voit que si on remet en place le même processus, on aura la haine des élites, comme ça a existé au cours de chaque révolution, comme je l'ai vu en Roumanie. Quand le Ceausescu est tombé, j'étais en Roumanie, et le délit de sale gueule en Roumanie à cette époque-là, c'était les intellectuels. Et j'ai vu des intellectuels comme le nazisme, hein, chez les nazis, il y avait la haine de l'intellect. Hitler disait « je veux qu'on m'obéisse, je veux surtout qu'on ne réfléchisse pas ». Il a été servi, les nazis obéissaient. Donc voilà, on va avoir ce genre de débat, et on a des modèles, on a des prétextes à réflexion. Il va y avoir des débats passionnants, mais je crains qu'ils soient passionnés. Et quand c'est passionné, ça empêche la réflexion. Alors la notion d'inné et d'acquis est un non-sens. Ça vient du clivage religieux et idéologique. On sait depuis longtemps, on le dit, mais ça a du mal à rentrer dans la culture parce que Descartes a clivé la culture. D'un côté, il y avait les sciences dures, le corps, qui est fait de substances, d'étendues, manipulables, donc on peut en faire une démarche scientifique, philosophique. Et de l'autre côté, il y a l'âme, qui est sans substance et sans étendue. Donc on ne peut pas en faire une étude scientifique. Et Descartes, qui a favorisé la médecine expérimentale ou les sciences dures et demi-dures, a développé l'homme mathématisable, qui existe. Hein, j'ai un corps, j'ai des canaux, j'ai une circulation du sang, je lutte contre l'attraction terrestre, j'ai besoin de glucides pour dégager de l'énergie. Donc l'homme mathématisable existe, mais il n'est pas entièrement mathématisable. Il y a toute une part émotionnelle, affective, relationnelle, culturelle, qui n'est pas mathématisable et qui aussi fait partie de la condition humaine. Et probablement, il faudra, dans les futurs débats, souligner l'importance des artistes. Les artistes peuvent dire, au cours d'un film, au cours d'un roman, ce qu'un scientifique a du mal à dire ou ne sait pas dire comme un artiste. Et puis un artiste entre dans la culture, alors que la plupart des publications scientifiques n'entrent pas dans la culture, ou elles entrent dans la culture sous forme de contresens. Les gens comprennent mal, ils ne sont pas formés à une formation, pas tous formés à une formation scientifique. Donc la distinction inné-acquis est un contresens total. Et je travaillais avec le CNRS, c'était l'année où Giscard et Mitterrand étaient en compétition, ça doit être 74, un truc comme ça, je ne garantis pas la date, mais ça doit être à peu près ces années-là. Et on parlait beaucoup, on commençait à parler de l'absurdité de la notion d'inné ou d'acquis. Et alors on était 120 à une réunion du CNRS, et j'avais dit, est-ce que vous croyez que dans le développement humain, c'est l'inné qui est prépondérant ou c'est l'acquis qui est prépondérant? Les gens répondaient, je mettais une croix. Et ensuite, j'ajoutais, pour qui allez-vous voter? Pour Mitterrand ou pour Giscard? J'ajoutais une croix. Et la conclusion a été très claire. Pratiquement tous les partisans de l'acquis s'apprêtaient à voter pour Mitterrand et pratiquement tous les partisans de l'inné s'apprêtaient à voter pour Giscard. Donc c'est un concept idéologique, ce n'est pas un concept scientifique. Une bandelette génétique ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'environnement.
Et l'environnement ne peut pas s'imprégner sur rien s'il n'y a rien. C'est un concept idéologique, c'est à la rigueur un concept religieux, ce n'est pas un concept scientifique. Alors, des valeurs, oui, alors, après chaque catastrophe, on change de valeur. L'éthos, c'est-à-dire la hiérarchie des valeurs, ce n'est pas des valeurs en soi. Par exemple, la mort, par bagarre, peut être une valeur dans un pays en guerre. On décore les hommes, plus que les femmes, qui meurent au combat. Ils sont héroïsés. Dans un pays en paix, la mort des hommes n'est pas héroïsée. Je suis né avant-guerre, j'ai connu deux guerres. J'ai connu la guerre de la Seconde Guerre mondiale et j'ai connu la guerre d'Algérie. Le fait d'héroïser un homme, c'est une manière de le pousser au sacrifice. Tu es un héros, tu es merveilleux, tu es fort, va en première ligne et sauve la France. Il est mort en héros, donc on va le pleurer, on va dire qu'il sera éternel. Il y a très peu de héros éternels. Généralement, les héros qui sont morts au combat, on les oublie presque instantanément. Mais ces hommes ont été au sacrifice. Au Proche-Orient, vous ne pouvez pas savoir actuellement le nombre de... Tous les petits garçons sont poussés au sacrifice, quel que soit le pays. Donc l'héroïsation des hommes est un signe de vulnérabilité sociale. Dans un pays en paix, on n'a pas besoin de héros, ou alors un footballeur si vous voulez, ou un rugbyman ou un chanteur, mais on ne le mène pas au sacrifice. Mais d'ailleurs, vous remarquerez que les termes de sport, en rugby ou en boxe ou au football, c'est des termes de guerre, sauf que c'est des guerres en temps de paix, on joue à la guerre. Ce n'est pas des vraies guerres. Mais au football, il a tiré un boulet de canon. Au rugby, la défense a été percée. Enfin, c'est des termes de guerre. Hein. La contre-attaque, c'est des termes de guerre. Mais c'est des jeux de guerre, donc c'est acceptable. Mais ce n'est pas des vraies guerres. Et surtout, quand le contexte valorise la violence, les hommes sont valorisés. Et la violence des hommes, plus que des femmes, la violence des hommes devient une valeur adaptative. Et ça, c'est une tragédie. Ça permet la survie de l'espèce. Quand il y a eu des glaciations, si les hommes n'avaient pas été violents, l'espèce humaine aurait disparu. Parce qu'il a fallu tuer des mammouths. D'abord, il a fallu tuer des chevaux. Il n'y avait plus de végétaux. Il n'y avait plus de légumes parce qu'il y avait une glaciation. Donc, il a fallu tuer des chevaux et même tuer des mammouths. On a retrouvé en Sibérie un mammouth qui avait un silex taillé dans le cœur et un épieu en bois. C'est-à-dire qu'un petit bonhomme, il ne faut pas oublier que Néandertal mesure 1,60 m, hein, un petit bonhomme avait pris un bout de bois avec un silex taillé, il l'avait planté dans le cœur du mammouth. Et j'imagine que tous les gens de son clan avaient dû boulotter le mammouth ensuite, quoi. Et alors il y avait des chasses qui étaient faites avec des chevaux, on rabattait les chevaux, et là je pense que tout le clan participait à la chasse, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde participait pour affoler les chevaux et les faire tomber dans des ravins. Et là, on achevait les chevaux blessés et on les mangeait. Et la violence a été une valeur adaptative. Et il a fallu inventer des armes, il a fallu inventer des techniques de groupe pour chasser, construire des pièges. Et ça a été le début de la civilisation. Freud, Lévi-Strauss, René Girard disent que la phrase de Freud, c'est par le crime que se fonde la société. Et on le voit, les frontières ont été faites par les aristocrates, les langues ont été imposées, la beauté des cultures a été fabriquée par le racket du peuple, c'est la violence, les femmes ont été entravées. Jusqu'à la découverte de Semmelweis, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. Elles mouraient à 36 ans en moyenne après 13 grossesses. Et après avoir ces 13 grossesses, donné un peu moins de 4 adultes. La mort était quotidienne. La mort des bébés, la mort des femmes et la mort des hommes à la bagarre, au combat. Et on a fait de la culture avec ça. On a fait des tableaux, on a fait des peintures, on a fait des romans, on a fait des châteaux merveilleux, on a fait Vauban a embelli la France. On
On a fait des merveilles avec la lutte contre la mort. Les chrétiens ont embelli les campagnes avec les cathédrales et avec les chapelles. Et c'est quoi les cathédrales? C'est des lieux où on imagine la vie après la mort, où on transforme la mort, on métamorphose la mort en une autre forme de vie. Les Égyptiens ont fait ça aussi. Alors ça veut dire que la mort, on a plus construit pour les morts que pour les vivants. On a plus pensé pour les morts que pour les vivants. Et Néandertal mourait à 30 ans. J'ai travaillé au Congo avec l'UNICEF, l'espérance de vie des femmes au Congo est de 40 ans aujourd'hui. Donc ça veut dire que la mort dépend beaucoup des conditions culturelles, sociales et culturelles. Dans un pays violent, l'espérance de vie des femmes est brève. Aujourd'hui, une petite fille qui arrive au monde, aujourd'hui, 1 sur 2 vivra un siècle. Donc, et comme elles ont le contrôle de la fécondité, les femmes françaises font 1,7 enfants. Je ne sais pas comment elles font pour faire 1,7 enfants, mais enfin voilà. Elles font 1,7 enfants. C'est-à-dire qu'elles ont 98 ans à tirer sans enfants. Donc elles deviennent des personnes, elles vont à l'école où elles font des performances plutôt supérieures aux garçons, parce que neuropsychologiquement, vous demanderez avec vos copains espagnols, anglais ou français, une petite fille de 12 ans a une avance neuropsychologique de 2 ans sur un garçon. C'est-à-dire que c'est faramineux. Et au moment du bac, les filles sont des jeunes femmes qui ont terminé leur maturité neurologique, elles savent planifier, savent à peu près ce qu'elles veulent pas. Les garçons s'intéressent à 18 ans, ou entre 16 et 18 ans, ils sont en pleine fatigue de croissance. C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à dormir ou grimper au mur. Et l'éthos, à ce moment-là, qu'est-ce qui est important pour une femme? C'est faire un plan de vie, un projet d'existence. Et les jeunes femmes sont incroyablement ambitieuses. Alors que les garçons de 18 ans, du même âge, ne s'intéressent qu'aux choses importantes, c'est-à-dire le football et la drague. Vous êtes d'accord, hein? C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on voit la différenciation des sexes est énorme, alors qu'on a rassemblé la mixité, on a fait la mixité croyant qu'on allait faire une parité. Et c'est le contraire qui se passe. Jamais les sexes n'ont eu des développements aussi différents. Alors avant, les hommes avaient une aventure sociale possible, qu'ils payaient très cher. Hein. C'était l'armée, la mort, la mine, 15 heures de travail par jour. Quand j'étais médecin au centre médico-social des chantiers navals, les ouvriers travaillaient comme une torture. Ils voyaient la lumière du jour 1 ou 2 mois par an et ils donnaient tout leur salaire à leurs femmes. On a fait du social comme ça, on a fabriqué. Et maintenant, on est contraint à inventer une autre manière de faire du social. D'abord parce que les femmes participent au social et où elles sont brillantes. Ensuite, parce que l'espérance de vie des femmes est plus longue. Ensuite, parce qu'il y a la maîtrise de la fécondité et qu'on sait que le fait de mettre au monde de moins en moins d'enfants va encourager l'immigration des pays pauvres ou des pays en guerre, puisque il n'y aura plus personne, il n'y aura plus de jeunes pour faire les métiers qui exigent des métiers difficiles, donc il faudra encourager l'immigration. Donc il va y avoir des débats politiques brûlants, comme on le voit déjà, ou bien on fait comme la Chine, on fait comme a fait le Canada, on arrête l'immigration et dans ce cas-là, l'industrie va s'arrêter, l'entretien des routes va s'arrêter, comme on le voit aux USA, comme on le voit au Canada, comme on l'a vu au Canada. Les usines s'arrêtent parce qu'il n'y a plus de bras, de force physique pour descendre à la mine. Et dans ce cas-là, si on fait venir des Africains ou des Asiatiques qui sont en train de mourir de faim. Mais les Asiatiques aussi maintenant deviennent âgés et eux aussi, ils vont commencer à encourager l'immigration africaine. Donc on va avoir un bouleversement culturel. Les Africains vont arriver avec de nouvelles valeurs. Probablement, ils vont réintroduire les grandes familles qui sont complètement diluées par notre société occidentale. Où je vois autour de moi les enfants, il y en a un qui sont brillants, qui n'ont rien volé, qui ont travaillé, ils ont stressé, ils ont appris un métier, bravo, chapeau. Il y en a un qui trouve un poste au Japon, un autre qui trouve un poste à Londres,
Et la famille, ils communiquent par Skype ou par Zoom. Merci la technologie, ça limite la casse, mais ce n'est pas des relations humaines, c'est des communications. C'est une communication prodigieuse, incroyable, ce n'est pas une relation humaine. Dans une relation humaine, on s'embrasse, on s'invite au restaurant, on dit des bêtises, c'est très important de dire des bêtises, c'est pour ça que vous m'avez invité. Et je pense que ça fait partie des relations humaines. Donc on va assister à un bouleversement familial, un bouleversement culturel énorme, avec un changement de couleur. Les blonds vont disparaître, il y aura de moins en moins de blonds, et il y aura de plus en plus de colorés. Je sais qu'en disant ça, je viens de réduire mon espérance de vie, parce qu'il ne faut plus prononcer le mot noir, ou il ne faut plus prononcer le mot couleur. Alors mon petit-fils à qui je dis ça, on disait, bon, ben maintenant, je ne dirai plus un crayon noir, je dirai un crayon de couleur. Donc, absurde. Mais enfin, voilà, c'est la vie. Alors, la résilience est une attitude philosophique et scientifique nouvelle dans la condition humaine. Ça a un succès scientifique planétaire où tous les pays, actuellement, tous les chercheurs de toutes les disciplines travaillent la résilience. L'attitude épistémique de la résilience, c'est ne pas se soumettre. C'est-à-dire qu'on a un trauma, et dans une existence humaine, c'est pas rare du tout. Dans une existence sociale, on disait, il y a les guerres, les conditions de travail, il y a les accidents de la vie, hein, les maladies. C'est presque inévitable. Jusqu'à maintenant, on disait aux gens, vous êtes blessés, vous êtes foutus, on va vous donner une petite pension et taisez-vous. Or, et vous allez faire une carrière de victime. Or, la résilience, c'est exactement le contraire. Le trauma, vous l'avez eu, le coût social, la guerre, la précarité, l'accident, vous l'avez eu, mais on va chercher en vous et autour de vous ce qui fonctionne encore de façon à pouvoir vous permettre de reprendre un bon développement, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est un autre développement, c'est pas le développement, c'est pas le retour à l'état antérieur. Tous les scientifiques, biologistes, neurologues, psychologues, sociologues travaillent scientifiquement ce concept. Et ce concept aux États-Unis, il y a des centres, Michael Ungar à Halifax a un budget énorme pour coordonner beaucoup de recherches dans les pays d'Europe du Nord. Partout, il y a un budget énorme. En Espagne, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la résilience, enfin partout. En Afrique, beaucoup. Mais la manière dont les concepts scientifiques rentrent dans la culture se fait souvent sous forme de contresens. Par exemple, quand vous employez le mot idiot, ça vous arrive de dire à quelqu'un c'est un idiot ou espèce d'idiot. Eh bien, c'est un mot scientifique, ou plutôt j'aurais dû dire c'était un mot scientifique. C'est dans l'échelle de Binet-Simon, l'évaluation d'intelligence, c'est un stade inférieur. Et quand vous dites à quelqu'un espèce d'idiot, vous ne pensez pas du tout à l'échelle de Binet-Simon. Quand on voit actuellement employer le mot c'est dans ADN, c'est dans mon ADN, nous assurons, j'ai vu l'autre jour à la télévision, nous assurons jour et nuit, c'est dans notre ADN. C'est un contresens total. Parce que les gens veulent dire, quand ils disent c'est dans mon ADN, ils veulent dire c'est au fond de moi, c'est immuable. Or, justement, l'ADN passe son temps à changer. Le virus passe son temps, qui est aussi des segments de gènes d'ARN, passe son temps à changer. C'est-à-dire que quand les gens disent c'est dans mon ADN, ils emploient la métaphore scientifique, rien ne change, c'est au fond de moi, total contresens. Et on voit que la résilience rentre dans la culture, parfois sous forme de contresens. Par exemple, quand j'ai été en Haïti après le tremblement de terre, les hommes politiques disaient c'est pas la peine de vous aider, soyez résilients. Les Haïtiens le prenaient moyennement bien, ça. Alors que c'est le contresens total. Si on veut déclencher un processus de résilience, il faut au contraire entourer les blessés, chercher ce qui fonctionne encore bien au fond d'eux, de façon à disposer autour d'eux ce qui leur permettra de reprendre un autre bon développement. Tous les éducateurs, les psychologues, les biologistes, les neurologues qui travaillent le concept de résilience ne se trompent pas, parce que c'est une définition quand même très facile. En revanche, dans la culture, il y a des contresens, et même ce qui est pittoresque, c'est que les gens qui agressent
le concept de résilience ne parle jamais de résilience. Il parle toujours du succès de la résilience. Alors, qu'est-ce qui donne valeur à la vie? Quand la glaciation est apparue, c'était la survie qui avait la valeur primordiale, et c'est pour ça que la violence a été tolérée et même a été une valeur adaptative. Un homme qui n'était pas violent était méprisé. Dans les années d'après-guerre, on nous disait un garçon ne traversera pas la vie sans connaître une ou deux guerres, j'en ai connu deux, et sans connaître plusieurs bagarres de rue, vous devez vous y préparer. Et vous serez responsable, vous serez chef de famille, donc vous devez apprendre n'importe quel métier, même si vous travaillez 15 heures par jour. Donc on menait les hommes, on héroïsait les hommes, on les menait au sacrifice, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure. La violence était une valeur adaptative, parce que la valeur suprême, c'était la survie. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est pas la survie, c'est l'excès de vie qu'on n'arrive plus à contrôler. Ça part dans tous les sens. On consomme trop, on voyage trop, et on n'a plus de liens familiaux. Donc quand il n'y a plus de liens familiaux, quand les écrans servent d'ersatz à une relation familiale, on se voit le jour de l'anniversaire, on se dit un mot par écran. Merci les écrans, c'est déjà ça, hein, mais ce n'est pas une fête anniversaire. C'est un petit geste affectueux, merci les écrans, mais ce n'est pas une fête. C'est pas une fête familiale. Donc ça veut dire qu'on dilue les familles, et quand on dilue les familles, on voit apparaître l'angoisse. Parce que le meilleur tranquillisant, c'est la sécurité affective. Quand on vit avec un homme, une femme, des enfants, des parents, une structure familiale, une culture qui nous est familière, on n'a aucune raison d'avoir des angoisses. En revanche, quand on vit dans un pays où on ne comprend pas, où ça va trop vite, on ne comprend pas, on a perdu le sentiment de familiarité, l'angoisse se développe extrêmement vite. Actuellement, les deux pays les plus anxieux du monde sont les pays qui font des performances techniques les plus rapides. États-Unis, Japon. Aux États-Unis, les bébés deviennent anxieux. Ils sursautent au moindre bruit, ils sont inconsolables. En Afrique, où un bébé, on le console avec un bruit. On lui touche la main, on fait un bruit de bouche, on lui dit un mot, hop, il est tranquille. Parce qu'il a toujours été sécurisé, alors que c'est des pays très pauvres, mais souvent très pauvres, mais autour de lui, il y a toujours quelqu'un pour lui tenir la main, pour lui parler, pour le sécuriser. Il y a moins d'angoisse en Afrique qu'aux États-Unis. Donc on voit, alors c'est paradoxal, au Japon, l'école est devenue une forme de maltraitance. C'est-à-dire que les gosses sont tellement surstimulés, ils ont deux écoles, une école le jour, une autre école la nuit. Les gosses de riches font une deuxième école avec des profs privés, dans des beaux appartements. Les gosses de pauvres font une deuxième école dans des cafés ou dans des caves. Ils luttent contre le sommeil. Très peu d'enfants font des performances scolaires stupéfiantes, extraordinaires. Quand j'étais au Japon, il y avait une fille qui avait passé le concours de l'ENA en français. Elle avait appris l'ENA, elle avait appris les matières de l'ENA, elle avait été reçue en français. Donc il y a des gens qui font une minorité qui font des performances intellectuelles stupéfiantes et une majorité qui casse. Et il y a un phénomène que j'ai vu au Japon, que j'ai vu au Québec et qui arrive aux États-Unis et en France, c'est le décrochage, surtout des garçons. J'ai vu au Japon, les garçons s'isolent, ils décrochent tellement qu'ils renoncent, les relations sexuelles deviennent très rares et très tardives au Japon. Beaucoup de garçons préfèrent éviter toute relation sexuelle parce que c'est devenu trop angoissant pour eux. J'ai entendu la même chose au Brésil. Il y a la même chose maintenant qui arrive au Québec, où il y a eu un congrès sur le décrochage des garçons, plus que des filles. Alors je vais dire quelque chose qui va me faire assassiner par les féministes, mais je crois que le fait que les filles s'occupent plus de la maison que les garçons, c'est un facteur d'équilibre.
Voilà, avec cette phrase, mon espérance de vie vient d'être réduite fortement. Euh, je vais me faire assassiner par les féministes, mais voilà, je suis prêt à défendre cette idée. Euh, Alors que tout à l'heure je disais, dans les strates sociales où les garçons et les filles ont des diplômes comparables, il y a une parité. Les garçons participent aux travaux du ménage, participent à l'éducation des enfants, tout le monde s'en trouve heureux, mais c'est seulement pour un top social, un sommet social. Et là, il n'y a pas de disparité, ni de salaire, ni de charge mentale, même s'il est vrai que les femmes sont quand même, pour les enfants, c'est quand même la figure d'attachement prioritaire, puisque c'est quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Hein. Donc ça veut dire quand même, puisque c'est elles qui portent les bébés, elles ont quand même une antériorité, une priorité affective. Mais le père est très proche de la mère, associé et différencié. Et là, il y a pratiquement la parité, ce qui n'est pas le cas des bas salaires, où là, les femmes arrêtent de travailler. Donc ça veut dire qu'on est en train de cliver nos sociétés et que les valeurs changent. Est-ce que la réussite sociale va rester une valeur après le virus? Est-ce que la réussite sociale à la japonaise ou à l'américaine, les Américains ont des réussites sociales stupéfiantes, à un prix humain exorbitant? Angoisse, suicide, divorce, dilution familiale. Est-ce que la réussite sociale vaut ce prix? Moi, je pense que la réussite sociale est un bénéfice secondaire de la névrose. Et qu'on voit que dans les pays d'Europe du Nord, si on réussit, bravo, pourquoi pas. Ce qui compte, c'est l'épanouissement. C'est une autre valeur. Et l'épanouissement, on voit que l'épanouissement fait intervenir d'autres stratégies d'existence, d'autres relations entre les hommes et les femmes, d'autres relations à l'école, avec les enfants, avec les résultats scolaires. Et on voit que les valeurs sont bouleversées. La hiérarchie des valeurs, l'éthos, n'est pas le même selon les conditions environnementales et selon les débats philosophiques. Je pense que les artistes fabriquent des utopies réalistes. Je pense que les utopies dangereuses, c'est les utopies qui promettent le bonheur. Par exemple, les nazis, Hitler proposait 1000 ans de bonheur à condition de tuer les juifs, les tziganes et les nègres, et les slaves. Vous tuez les malades mentaux, vous tuez beaucoup de monde, et c'était pas faux. Si vous tuez tous les gens qui coûtent cher, le niveau de vie va s'élever. Si vous interdisez de soigner, si vous supprimez les malades dans les hôpitaux, si vous les tuez, l'hôpital sera bénéficiaire, la sécurité sociale coûtera beaucoup moins cher. Ce qui coûte cher dans les hôpitaux, c'est les malades. Hein. Donc supprimez les malades et ça sera bénéficiaire. Les lendemains qui chantent, ça a été aussi une utopie criminelle. Donc les utopies qui promettent le bonheur sont souvent criminelles. En revanche, il y a des utopies réalistes, c'est l'art de vivre, ça on peut toujours y arriver. L'art de vivre au quotidien, changer les rituels, les coopérations, ça je pense qu'on peut toujours y arriver, et là on peut inventer des utopies réalistes, c'est-à-dire non délirantes, et qui ont des applications pratiques. Pour moi, la relation prioritaire, c'est l'affection. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que l'affection, c'est une forme de biologie. Un bébé privé d'affection, son cerveau s'atrophie. On le photographie, on le mesure. Une personne âgée privée d'affection se laisse mourir. On appelle ça le syndrome de glissement. Elle arrête de manger, elle arrête de boire, et on dit elle est morte de déshydratation. Mon œil, elle est morte de carence affective. Donc l'affection, même, c'est le tranquillisant naturel. Si on se sent en sécurité affective dans notre famille, avec notre conjoint et notre culture, on n'a pas besoin de tranquillisants. Si on prend des tranquillisants, c'est parce que quelque chose est défaillant dans notre affection, dans notre famille, quand on était enfant, dans notre couple qui fonctionne mal, dans notre culture,
quand on oublie d'établir des relations affectives. Et le théâtre est important parce que c'est au théâtre qu'on pose les problèmes de la cité, hein, c'est ce que disaient les Grecs anciens. Donc le théâtre est important, mais ce qui est important après le théâtre, c'est le restaurant. Parce que c'est au restaurant qu'on va discuter de ce qu'on a vu au théâtre. Donc, et c'est au restaurant. Quand vous invitez une femme au restaurant, c'est pas pour lui donner des glucides, des lipides et des vitamines. Avouez. Donc, c'est pour parler avec elle et pour éventuellement tisser un lien affectif et plus si affinité. Vous êtes d'accord, ça reste entre nous, mais vous êtes d'accord. Donc, pour moi, la valeur prioritaire, c'est l'affection. Alors, les formes données à l'affection, je viens de parler de l'art, la parole est une fonction affective. Le bavardage est une fonction affective. Dire des bêtises, bavarder, parler du temps, c'est là qu'on tisse le lien. C'est pas dans un cours on tisse pas de lien dans un cours magistral à l'université. On s'ennuie, on lutte contre le sommeil en prenant quelques notes qu'on essaiera de répéter le jour de l'examen, on n'apprend pas grand-chose. Hein. C'est dans le bavardage qu'on apprend à tisser un lien, dans les bêtises, les histoires qu'on se raconte, et les histoires émouvantes, les histoires pour faire rire, pour séduire. C'est là qu'on tisse le lien. Donc la parole est une fonction affective, et la troisième valeur, c'est donc de créer des lieux de parole. Les lieux de parole, c'est d'abord la relation mère-enfant pour un bébé, c'est ensuite le foyer. Or, aux États-Unis actuellement, on ne mange presque plus ensemble. On prend des sacs en papier, comme je l'ai vu, ou comme on prend des sacs à papier, on rentre chez soi chacun avec son sac, on se met son programme télé et on broute devant son programme télé. Où sont les relations affectives? Où est le partage des tâches? On est tout seul en train de brouter, en train de s'engourdir devant un écran. Donc on voit que tout ça, c'est la dilution de l'affection, et je le redis volontairement, et notre tranquillisant naturel, c'est la familiarité affective.